Partie 1. Le matin du 15 octobre avait commencé comme tous les autres. Je sirotais mon café en regardant les premières lueurs de l'aube caresser les vitres de mon bureau au 23e étage de la tour Montparnasse. 15 ans que j'occupais ce poste de directrice marketing dans cette entreprise de cosmétiques haut de gamme, 15 ans à construire ma carrière pierre par pierre, 15 ans à jongler entre ma vie professionnelle et personnelle avec la précision d'une funambule. Mon téléphone vibrait déjà avec les premiers messages de la journée. Réunion, présentation, décision à prendre. La routine habituelle d'une femme qui avait appris à maîtriser chaque aspect de son existence. Pourtant, depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Une tension sourde s'était installée dans ma vie, comme un bruit de fond permanent, que l'on finit par ne plus entendre consciemment, mais qui vous épuise jour après jour. Mon mariage avec Philippe battait de l'aile. 20 ans de vie commune, 2 enfants aujourd'hui étudiants, une maison dans le 16e arrondissement, des vacances en Toscane chaque été, des dîners entre amis le samedi soir. En apparence, nous étions le couple parfait de la bourgeoisie parisienne. En réalité, nous étions devenus 2 étrangers, partageant le même toit, échangeant des politesses au petit déjeuner et des nouvelles pratiques le soir. Philippe dirigeait sa propre agence immobilière spécialisée dans le luxe. Il avait toujours eu du charme, ce sourire ravageur qui m'avait séduite à l'université, cette assurance naturelle qui lui permettait de convaincre les clients les plus réticents d'acheter des appartements à des prix astronomiques. Mais au fil des années, cette assurance s'était muée en arrogance, ce charme en manipulation. Il était devenu l'un de ces hommes qui pensent que leur réussite professionnelle leur donne tous les droits, y compris celui de traiter leur épouse comme un accessoire de leur vie sociale. Les signes avant-coureurs étaient là depuis longtemps. Les retours de plus en plus tardifs le soir, les week-ends soi-disant consacrés au travail, les voyages d'affaires qui se multipliaient, les appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce en baissant la voix. Je n'étais pas née de la dernière pluie. Après 20 ans de mariage, on apprend à décoder les comportements de son conjoint. Mais j'avais choisi de fermer les yeux, peut-être par lâcheté, peut-être par confort, peut-être simplement parce que j'avais d'autres priorités. Car contrairement à ce que Philippe semblait penser, je n'étais pas restée inactive. Depuis plusieurs mois, j'avais commencé mes propres investigations. Non pas par jalousie maladive, mais par prudence. Quand on construit sa vie avec quelqu'un pendant 2 décennies, quand on partage des biens, des comptes bancaires, des projets d'avenir, il est légitime de vouloir savoir à quoi s'en tenir. J'avais engagé un détective privé, Monsieur Dubois, un homme discret et efficace recommandé par une amie avocate. Les résultats de son enquête dormaient dans le tiroir verrouillé de mon bureau depuis 3 semaines. L'infidélité de Philippe ne m'avait pas surprise. Ce qui m'avait davantage troublée, c'était l'ampleur de ses mensonges et la complexité de sa double vie. Il ne s'agissait pas d'une simple aventure, d'un écart de conduite passager comme peuvent en connaître de nombreux couples. Philippe entretenait une liaison suivie depuis plus d'1 an avec une certaine Vanessa, âgée de 28 ans, vendeuse dans une boutique de lingerie de luxe avenue Montaigne. Une jeune femme au goût dispendieux, qui s'était rapidement habituée aux cadeaux coûteux et aux sorties dans les restaurants étoilés. Mais ce n'était pas tout. Les photos et les rapports de Monsieur Dubois révélaient l'existence d'au moins 2 autres liaisons simultanées. Isabelle, 35 ans, agent immobilier dans une agence concurrente avec laquelle Philippe entretenait des rapports tant professionnels que personnels, et Sophia, une étudiante en master de finance de 24 ans qu'il avait rencontrée lors d'un salon professionnel et qu'il retrouvait régulièrement dans un petit appartement qu'il louait sous un faux nom dans le 9e arrondissement. Le plus troublant dans cette histoire n'était pas tant l'infidélité multiple de mon mari que la méticulosité avec laquelle il organisait sa vie parallèle. Il avait ouvert plusieurs comptes bancaires à son nom seul, détourné des fonds de nos comptes communs pour financer ses aventures, menti sur ses revenus réels, en dissimulant une partie de ses commissions. En somme, il préparait déjà sa sortie, s'arrangeant pour que notre éventuelle séparation lui coûte le moins possible. Cette découverte avait été un choc, non pas émotionnel, mais intellectuel. Je me rendais compte que l'homme avec lequel je partageais ma vie depuis 2 décennies était capable d'une duplicité que je n'aurais jamais soupçonnée. Cela remettait en question non seulement notre mariage, mais aussi ma capacité à juger les gens, ma perspicacité, mon instinct. Comment avais-je pu être aveugle si longtemps? Pourtant, étrangement, cette révélation m'avait aussi libérée. Fini les interrogations, les doutes, les petites voix intérieures qui me chuchotaient que quelque chose n'allait pas. J'avais désormais la vérité sous les yeux, noir sur blanc, avec des photos, des dates, des témoignages. Cette vérité était certes déplaisante, mais au moins elle était claire et nette.
J'avais alors pris une décision qui m'avait surprise moi-même par sa froideur et sa détermination. Au lieu de confronter immédiatement Philippe, au lieu de faire une scène, au lieu de pleurer ou de me lamenter sur mon sort, j'avais choisi d'adopter une stratégie. Si mon mari jouait avec moi depuis des mois, il était temps que je joue aussi. Mais contrairement à lui, j'allais jouer pour gagner. J'avais discrètement consulté Maître Delacroix, une avocate spécialisée en droit de la famille que je connaissais par le biais de mon travail. Elle m'avait expliqué mes droits, les procédures de divorce, les questions de partage des biens. J'avais découvert que ma situation était bien plus favorable que je ne l'imaginais. Non seulement j'avais des preuves irréfutables de l'infidélité de Philippe, mais les détournements de fonds qu'il avait opérés constituaient des fautes graves qui pourraient jouer en ma faveur lors du partage des biens. Parallèlement, j'avais commencé à mettre mes propres affaires en ordre. J'avais ouvert un compte bancaire personnel, fait évaluer discrètement nos biens immobiliers et mobiliers, rassemblé tous les documents importants, contrats, factures, relevés bancaires, titres de propriété. J'avais même pris rendez-vous avec un conseiller financier pour faire le point sur mes placements personnels et envisager mon avenir économique en tant que femme divorcée. Cette période de préparation silencieuse m'avait redonné une énergie que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. J'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie, de sortir de cette torpeur conjugale dans laquelle je m'étais enlisée. Chaque matin, en me regardant dans le miroir, je voyais une femme plus déterminée, plus sûre d'elle. Mes collègues avaient même remarqué ce changement, me complimentant sur mon éclat retrouvé, sur ma dynamisme renouvelée au travail. Philippe, lui, ne se doutait de rien. Il continuait sa petite vie, partageant son temps entre ses différentes conquêtes, mentant avec une aisance déconcertante, jouant le rôle du mari dévoué lors de nos rares apparitions publiques communes. Il était même devenu plus prévenant à la maison, m'offrant des fleurs sans raison apparente, me proposant des sorties que je déclinais poliment sous prétexte de fatigue ou de travail. Je suppose que sa bonne conscience d'homme infidèle le poussait à ces petites attentions compensatoires. Mais tout avait basculé ce matin-là. J'étais dans mon bureau, concentrée sur la préparation d'une présentation importante pour l'après-midi, quand ma secrétaire avait annoncé la visite inattendue de mon mari, accompagné d'un avocat et d'une jeune femme que je ne connaissais pas. Philippe était entré dans mon bureau avec sa démarche assurée habituelle, suivi d'un homme en costume sombre que je n'avais jamais vu, et d'une blonde platinée vêtue d'une robe moulante rouge vif qui laissait peu de place à l'imagination. Dès le premier regard, j'avais reconnu le type de femme que Philippe appréciait désormais, jeune, provocante, le genre de beauté vulgaire qui attire l'attention dans une soirée mais qui fait grimacer les mères de famille dans la rue. L'avocat, un quinquagénaire au visage froid et aux manières empesées, portait une mallette en cuir qu'il avait posée sur ma table de réunion avec une solennité théâtrale. La jeune femme, elle, semblait s'amuser de la situation, un sourire narquois aux lèvres, examinant mon bureau avec une curiosité déplacée, comme si elle évaluait déjà les lieux en futur propriétaire. Philippe avait pris la parole avec cette assurance factice qu'il utilisait dans ses négociations immobilières les plus délicates. Sa voix était ferme, légèrement théâtrale, comme s'il répétait un texte appris par cœur. Il m'avait expliqué, avec un aplomb sidérant, qu'il était temps que nous fassions le point sur notre situation matrimoniale. Selon lui, notre mariage n'avait plus de sens. Nous étions devenus deux étrangers sous le même toit. Il était temps de tourner la page avec élégance et maturité. J'avais écouté son petit discours sans l'interrompre, observant ses gestes, ses expressions, cette mise en scène soigneusement orchestrée. Il avait visiblement répété sa tirade, probablement devant la blonde qui l'accompagnait et qui acquiesçait à chacune de ses paroles avec des hochements de tête approbateurs. L'avocat, lui, restait impassible, consultant de temps en temps sa montre comme s'il avait hâte d'en finir avec cette formalité. Puis Philippe avait sorti les papiers de divorce, étalés devant moi avec une solennité de mise en scène. Des documents rédigés depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, détaillant les modalités de notre séparation selon ses propres termes. J'avais parcouru rapidement les premières pages et n'avais pas été surprise de constater qu'il s'était montré particulièrement généreux, avec lui-même. La répartition des biens, la pension alimentaire, la garde des enfants, tout était calculé pour minimiser ses obligations et maximiser ses avantages. C'est à ce moment-là qu'il avait prononcé la phrase qui m'avait définitivement convaincue que j'avais affaire à un homme que je ne connaissais plus. « Il semble que tu n'arrives pas à accepter notre séparation, alors je vais le faire moi-même. Signe ces papiers de divorce. Je veux m'amuser avec cette beauté que tu vois à côté de moi. » Cette déclaration, prononcée avec une arrogance confondante devant témoins,
m'avait littéralement coupé le souffle. Non pas par la douleur ou l'humiliation, mais par l'incroyable bêtise dont faisait preuve Philippe. Comment un homme que j'avais cru intelligent pendant 20 ans pouvait-il se montrer si stupide, si maladroit, si inconsciemment suicidaire? Car ce qu'il ignorait, c'est que j'avais dans mon téléphone portable une vidéo qui allait changer le cours de cette mascarade. Une vidéo que M. Dubois m'avait remise la semaine précédente et que j'avais regardée une seule fois avant de la ranger dans les preuves que je rassemblais méthodiquement depuis des mois. Partie 2. Cette vidéo, je l'avais visionnée un soir dans le silence de mon bureau, après que tous mes collègues eurent quitté les lieux. M. Dubois m'avait prévenu que son contenu était particulièrement compromettant et qu'il fallait que je sois préparée psychologiquement avant de la regarder. J'avais cru qu'il s'agissait d'images intimes entre Philippe et l'une de ses maîtresses. La réalité était bien plus grave et, paradoxalement, bien plus utile à ma cause. La vidéo avait été tournée dans le bureau de Philippe un jeudi soir vers 19h. M. Dubois avait réussi à placer une micro-caméra dans un cadre photo lors d'une visite qu'il avait organisée sous l'identité d'un client potentiel. Les images étaient honnêtes, le son parfaitement audible. On y voyait Philippe en compagnie de 2 hommes que je ne connaissais pas, mais dont l'apparence et les manières suggéraient qu'ils n'évoluaient pas dans les mêmes cercles que nous. Le premier, un quinquagénaire trapu aux cheveux grisonnants, portait un costume de mauvaise qualité et une chevalière voyante qui brillait à chaque geste de sa main droite. Il s'exprimait avec un accent du sud-ouest prononcé et utilisait un vocabulaire qui mélange argent, l'argot des affaires et celui de la rue. Le second, plus jeune, la trentaine peut-être, arborait un look de nouveau riche avec sa veste en cuir, ses chaussures italiennes clinquantes et sa chaîne en or qui dépassait de sa chemise ouverte. Ce qui se déroulait dans cette vidéo dépassait largement le cadre d'une simple infidélité conjugale. Philippe était en train de négocier ce qui ressemblait furieusement à un blanchiment d'argent à grande échelle. Les 2 hommes lui proposaient d'utiliser son agence immobilière pour nettoyer des sommes importantes provenant de sources que je préférais ne pas imaginer. En échange, Philippe toucherait une commission substantielle sur chaque transaction, de quoi multiplier ses revenus par 3 ou 4. J'avais écouté, fasciné et horrifié. Philippe acceptait cette proposition avec un enthousiasme qui m'avait glacé le sang. Il avait même suggéré des améliorations au système, proposé des montages financiers plus sophistiqués, fait preuve d'une créativité criminelle que je ne lui soupçonnais pas. L'homme que j'avais épousé, le père de mes enfants, était en train de transformer son entreprise légitime en une machine à blanchir de l'argent sale. La conversation avait duré près d'1 heure. Philippe avait pris des notes, signé des documents, serré des mains avec une cordialité qui m'avait donné la nausée. Il avait même plaisanté sur le fait que sa femme, c'est-à-dire moi, ne se doutait de rien et qu'il pourrait facilement justifier l'augmentation soudaine de ses revenus par une soi-disant expansion de ses activités vers la clientèle internationale. À la fin de la réunion, l'homme aux cheveux grisonnants avait remis à Philippe une mallette dont le contenu n'était pas visible à l'écran, mais dont le poids semblait conséquent à en juger par la façon dont mon mari l'avait soulevé. Un acompte, avait-il précisé, pour sceller leur accord et permettre à Philippe de mettre en place les structures nécessaires à leur future collaboration. J'avais éteint mon ordinateur ce soir-là, avec un sentiment mélange de dégoût et de satisfaction. Dégoût de découvrir que l'homme avec lequel je partageais ma vie était capable de telles compromissions. Satisfaction de réaliser que j'avais entre les mains une arme bien plus puissante que de simples preuves d'adultère. Car cette vidéo ne me donnait pas seulement un avantage dans notre divorce, elle me donnait un pouvoir total sur Philippe. Non seulement il risquait de perdre sa licence d'agent immobilier si ses pratiques étaient révélées, mais il s'exposait à des poursuites pénales pour blanchiment d'argent et complicité d'activités criminelles. Sans compter les conséquences sur sa réputation sociale, ses relations d'affaires et même sa sécurité personnelle si ses nouveaux associés apprenaient que leurs arrangements avaient été filmés. J'avais passé plusieurs nuits blanches à réfléchir à la stratégie à adopter. Devais-je confronter immédiatement Philippe? Prendre contact avec les autorités? Consulter un avocat spécialisé en droit pénal? Finalement, j'avais décidé d'attendre. Cette vidéo était ma police d'assurance, mon atout maître dans le jeu complexe que nous étions en train de jouer sans que Philippe le sache. Et voilà que ce matin, dans mon bureau, il me donnait l'occasion parfaite de l'utiliser. Sa prestation théâtrale, sa condescendance, son humiliation publique en présence de son avocat et de sa nouvelle conquête constituaient l'ouverture idéale pour ma contre-attaque. J'avais donc pris les papiers de divorce, les avais parcourus avec un calme olympien, sous les regards impatients des 3 visiteurs.
Philippe tapotait nerveusement sur la table, visiblement pressé d'en finir. La blonde examinait ses ongles vernis en rouge avec une attention soutenue, comme si le sort de mon mariage ne la concernait pas directement. L'avocat consultait son téléphone, probablement pour vérifier l'heure de son prochain rendez-vous. C'est à ce moment que j'avais sorti mon stylo et signé les documents d'un trait ferme et décidé. Le silence qui avait suivi ma signature était presque palpable. Philippe avait écarquillé les yeux, visiblement surpris par ma réaction. Il s'attendait sans doute à des larmes, des supplications, des tentatives de négociation. Au lieu de cela, il se retrouvait face à une femme qui acceptait son divorce avec un sourire, car j'avais souri. Un sourire sincère, libérateur, celui d'une femme qui vient de se débarrasser d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps sans s'en rendre compte. En signant ces papiers, je ne perdais pas un mari, je me débarrassais d'un boulet, je ne subissais pas un échec. Je saisissais une opportunité de recommencer ma vie sur de nouvelles bases, débarrassée des mensonges et des compromissions. Philippe avait récupéré les documents signés avec une satisfaction mal dissimulée. Il avait échangé un regard complice avec son avocate, puis s'était penché vers la blonde pour lui murmurer quelque chose à l'oreille qui l'avait fait glousser. Il pensait avoir gagné, avoir réussi leur petit coup de force. Ils se préparaient déjà à célébrer leur victoire, à savourer leur triomphe sur la pauvre épouse délaissée qui avait capitulé sans résistance. L'avocat avait rangé les papiers dans sa mallette avec des gestes méticuleux, vérifiant que tous les documents étaient en ordre, que les signatures étaient conformes. Il avait même sorti une chemise cartonnée pour protéger les précieux papiers, comme s'il manipulait des reliques historiques. Philippe, lui, se rengorgeait, retrouvant cette assurance arrogante qui m'était devenue si insupportable au fil des années. Il se dirigeait déjà vers la porte quand j'avais pris la parole. Ma voix était claire, posée, presque chaleureuse. « Chéri, soyez heureux, mais avant tout, regarde la vidéo que je t'ai envoyée sur ton portable. » J'avais appuyé sur « Envoyer » au moment même où je prononçais ces mots. La vidéo, que j'avais préparée dans ma galerie depuis plusieurs jours, partait vers le téléphone de Philippe avec la rapidité d'une flèche décochée par un archer expert. Philippe avait d'abord esquissé un sourire condescendant, pensant sans doute que je lui envoyais quelques messages d'adieu larmoyants ou quelques tentatives désespérées de le reconquérir. Il avait sorti son téléphone avec une désinvolture théâtrale, comme pour bien montrer à ses acolytes qu'il maîtrisait parfaitement la situation. Mais son expression avait changé dès les premières secondes de visionnage. Le sourire s'était figé sur ses lèvres, puis avait disparu complètement. Ses yeux s'étaient écarquillés, son teint était devenu livide. Sa main libre s'était agrippée au dossier d'une chaise pour ne pas chanceler. Qu'est-ce que... avait-il commencé, avant de s'interrompre, réalisant que chaque parole prononcée en présence de témoins pourrait être utilisée contre lui. La blonde, intriguée par la réaction de son amant, avait essayé de regarder l'écran par-dessus son épaule. Philippe avait brutalement écarté le téléphone, le serrant contre sa poitrine comme pour cacher son contenu. Mais il était trop tard. Les premières images étaient suffisamment explicites pour que quiconque comprenne de quoi il s'agissait. L'avocat, lui, avait immédiatement saisi la gravité de la situation. Son expérience professionnelle lui permettait de reconnaître une situation compromettante quand il en voyait une. Il s'était approché de Philippe et avait murmuré quelques mots à son oreille, probablement pour lui conseiller de ne rien dire, de ne rien reconnaître, de quitter immédiatement les lieux. Mais Philippe était tétanisé. Il continuait à fixer l'écran de son téléphone, découvrant avec horreur l'ampleur de sa compromission. Il voyait sa carrière s'effondrer, sa réputation se désintégrer, sa liberté se jouer sur quelques minutes de vidéo. L'homme qui, 5 minutes plus tôt, paradait dans mon bureau en position de force, se transformait sous mes yeux en un pantin désarticulé par la panique. « Où... comment... qui ?» balbutiait-il, incapable de formuler une phrase cohérente. C'est à ce moment que l'avocat avait éclaté de rire. Un rire bref, nerveux, mais authentique. Il venait de comprendre qu'il avait assisté à un retournement de situation magistral, à une leçon de stratégie dont il se souviendrait longtemps. L'homme de loi appréciait visiblement l'ironie de la situation. Il était venu pour assister à l'humiliation d'une épouse et se retrouvait témoin de la déroute complète de son client. « Madame » avait-il dit en me regardant avec un respect nouveau, « je dois reconnaître que vous jouez remarquablement bien aux échecs. » La blonde, elle, ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle passait alternativement de Philippe à moi, de moi à l'avocat, cherchant à décrypter une situation qui lui échappait complètement. Son monde simple, fait de shopping, de restaurants et de soirées, ne l'avait pas préparée à ce genre de complexité. Elle ressemblait à une enfant perdue dans un musée, admirant des œuvres dont elle ne saisit ni le sens ni la beauté.
Philippe avait fini de visionner la vidéo. Il me regardait maintenant avec un mélange de terreur et de haine que je ne lui avais jamais vu. Pour la première fois depuis des années, je le voyais tel qu'il était vraiment. Non plus le mari charmant et sûr de lui que j'avais épousé, mais un homme faible, cupide, prêt à tous les compromis pour satisfaire ses ambitions et ses plaisirs. « Tu ne peux pas faire ça », avait-il murmuré, sa voix tremblant légèrement. « Faire quoi ?» avais-je répondu avec une innocence feinte. « Je viens de signer ton divorce, exactement comme tu le souhaitais. Tu es libre maintenant, libre de mener ta vie comme tu l'entends. » L'avocat s'était rapproché de moi, parlant à voix basse mais suffisamment fort pour que tout le monde entende. « Madame, j'espère que vous comprenez les implications de ce que vous venez de nous montrer. Ce genre de document peut avoir des conséquences très graves pour toutes les parties impliquées. »« Oh, je comprends parfaitement, » avais-je répondu en le regardant droit dans les yeux. « Et j'espère que vous comprenez, vous aussi, que cette vidéo n'est qu'une copie parmi d'autres et que son utilisation dépendra entièrement du comportement de votre client dans les mois à venir. » Le message était clair. Tant que Philippe se montrerait raisonnable dans les modalités pratiques de notre divorce, tant qu'il respecterait mes droits et ceux de nos enfants, la vidéo resterait dans mes tiroirs. Mais au moindre écart, à la moindre tentative de me nuire ou de m'escroquer, elle deviendrait publique avec toutes les conséquences que cela impliquait. Philippe avait enfin trouvé la force de parler. « Qu'est-ce que tu veux ? Rien de plus que ce qui me revient de droit, » avais-je répondu calmement. « Une séparation équitable, le respect de mes intérêts et de ceux de nos enfants, et la certitude que tu ne tenteras pas de me nuire par la suite. En échange, ta petite vidéo restera un secret entre nous. » La blonde avait finalement trouvé sa voix. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Philippe, tu m'avais dit que tout était réglé, que ta femme accepterait sans problème. » Philippe l'avait fusillé du regard, lui intimant le silence d'un geste sec de la main. La pauvre fille découvrait que le monde n'était pas aussi simple qu'elle l'imaginait, que les hommes qu'elle fréquentait pouvaient avoir des secrets plus lourds que quelques mensonges conjugaux. Partie 3. L'atmosphère dans mon bureau était devenue suffocante. Philippe transpirait visiblement malgré la climatisation, des gouttes de sueur perlant sur son front qu'il essuyait discrètement avec sa manche. L'avocat feuilletait nerveusement les papiers de divorce qu'il venait de faire signer, comme s'il cherchait une clause qui pourrait invalider la procédure. La blonde, elle, commençait manifestement à réaliser qu'elle s'était retrouvée mêlée à une histoire qui la dépassait largement. « Philippe, » insista-t-elle d'une voix légèrement stridente, « tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Cette vidéo, c'est quoi exactement ?» Mon mari la regarda avec une expression où se mêlaient l'agacement et le désespoir. Il réalisait sans doute que sa nouvelle conquête, qu'il avait amenée pour m'humilier, devenait maintenant un témoin gênant de sa déroute. Dans son plan initial, elle devait être le symbole de sa victoire, la preuve vivante qu'il avait trouvé mieux que moi. À présent, elle représentait une complication supplémentaire, une bouche de plus qui pourrait répéter ce qu'elle avait vu et entendu. « Vanessa, tais-toi », lui dit-il sèchement. « Cette conversation ne te concerne pas. » Ainsi, il s'agissait bien de Vanessa, la vendeuse de lingerie de luxe dont M. Dubois m'avait parlé dans son rapport. La voir en chair et en os ne m'avait pas surprise. Elle correspondait exactement au profil des femmes que Philippe semblait privilégier désormais. Jeune, belle d'une beauté assez commune, probablement attirée par l'argent et le mode de vie qu'il pouvait lui offrir. Le genre de femme qui ne pose pas trop de questions sur l'origine des revenus de son protecteur, pourvu que les cadeaux continuent d'arriver. Mais Vanessa n'était manifestement pas du genre à se laisser rabrouer facilement. Elle avait probablement l'habitude de mener les hommes par le bout du nez, et la nervosité soudaine de Philippe ne cadrait pas avec l'image de l'homme sûr de lui qu'il lui avait vendu. « Comment ça ? Ça ne me concerne pas ?» répliqua-t-elle, la voix montant d'un cran. « Tu m'amènes ici pour assister à ton divorce. Tu me présentes comme ta nouvelle compagne, et maintenant tu me dis de me taire ? Et cette histoire de vidéo, tu crois que je vais faire comme si je n'avais rien vu ?» L'avocat intervint alors d'un ton professionnel, tentant visiblement de reprendre le contrôle de la situation. « Madame, je pense qu'il serait préférable que vous attendiez à l'extérieur. Cette discussion concerne uniquement mes clients. »« Vos clients ?» Vanessa éclata d'un rire nerveux. « Mais moi aussi je suis concernée. Philippe m'a dit qu'après son divorce, nous pourrions nous installer ensemble, qu'il m'achèterait un appartement, qu'on voyagerait. Si j'ai bien compris, cette vidéo change tout ça, non ?» Je ne pus m'empêcher d'admirer l'intelligence instinctive de cette jeune femme. Sous ses dehors de blonde et cervelée, elle avait immédiatement saisi l'essentiel. Quelles que soient les implications de cette vidéo, elle remettait en question les promesses que Philippe lui avait faites. Et visiblement, ces promesses constituaient le fondement de leur relation. Philippe lança un regard désespéré vers son avocat,
cherchant une aide que ce dernier ne pouvait manifestement pas lui apporter. Maître Dumont, j'avais lu son nom sur sa carte de visite posée sur ma table, était un professionnel compétent, mais il se trouvait dans une situation qui dépassait largement le cadre d'un divorce classique. Il était venu pour une procédure de routine et se retrouvait au cœur d'une affaire potentiellement criminelle. « Madame », me dit-il en se tournant vers moi, « pourriez-vous nous expliquer exactement ce que vous attendez de nous ? Votre mari a rempli sa part du contrat en vous présentant des papiers de divorce en bonne et due forme. Vous les avez signés. La procédure suit son cours normal. » « Effectivement, » répondis-je calmement. « Je n'ai aucun problème avec la procédure de divorce en elle-même. Comme vous l'avez dit, tout se déroule parfaitement. Ce qui m'inquiète, c'est la répartition des biens telle qu'elle est stipulée dans ces documents. » Je sortis alors de mon tiroir une chemise que j'avais préparée depuis plusieurs semaines. Elle contenait tous les éléments que M. Dubois avait rassemblés sur les activités financières de Philippe. Relevés bancaires, photos des comptes secrets, détails des sommes détournées de nos comptes communs, estimation des revenus dissimulés. Voyez-vous, continuai-je en étalant méthodiquement les documents sur ma table, j'ai découvert que mon mari avait une conception très personnelle de la transparence financière dans notre couple. Pendant que je croyais que nous partagions tout, il avait développé tout un système parallèle dont je n'avais pas connaissance. L'avocat s'approcha pour examiner les papiers. Son expression changea rapidement à mesure qu'il prenait connaissance de leur contenu. Il réalisait que le divorce simple qu'il était venu faire entériner se transformait en une affaire infiniment plus complexe. « Ces comptes » murmura-t-il, en pointant du doigt l'un des relevés, « ils ne figurent pas dans la déclaration de patrimoine que votre client m'a fournie. »« Évidemment, » répondis-je, puisqu'ils étaient en secret. Mais comme vous pouvez le constater, ils contiennent des sommes non négligeables. Des sommes qui, selon la loi, auraient dû être déclarées dans le cadre de notre divorce. » Philippe était devenu livide. Il voyait ses petits arrangements s'effondrer les uns après les autres. Non seulement je connaissais l'existence de ces comptes cachés, mais j'avais les preuves de ces manipulations financières. Pire encore, la vidéo compromettante donnait un éclairage particulièrement sombre à ces mouvements de fonds suspects. « Philippe, » dit Vanessa d'une voix où perçait l'inquiétude, « c'est quoi cette histoire de compte secret ? Tu m'avais dit que tu étais honnête avec ta femme, que vous vous sépariez à l'amiable. »« Vanessa, s'il te plaît, » implora Philippe. « Laisse-moi gérer ça. C'est plus compliqué que tu ne penses. »« Compliqué comment ?» insista-t-elle. « Tu as caché de l'argent à ta femme ? Et cette vidéo, elle montre quoi exactement ?» C'est à ce moment que je décidai d'enfoncer le clou. Sortant mon téléphone, j'affichai quelques-unes des photos que M. Dubois avait prises lors de ses filatures. Des photos qui montraient Philippe, en compagnie de personnages pour le moins suspects, dans des lieux qui ne correspondaient guère à ses activités immobilières habituelles. « Tenez, Vanessa, » dis-je en lui tendant mon téléphone. « Puisque vous semblez vous poser des questions sur les activités de Philippe, ces images pourraient vous intéresser. » La jeune femme saisit l'appareil avec empressement, malgré les protestations véhémentes de Philippe qui tentaient de l'en empêcher. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'elle faisait défiler les photos. « Philippe, » dit-elle d'une voix blanche, « c'est qui ces hommes ? Et pourquoi tu les rencontres dans des endroits pareils ?» Les photos montraient effectivement Philippe dans des contextes pour le moins équivoques. Poignée de main dans un parking souterrain, échange d'enveloppes dans un café borgne de banlieue, réunion dans un entrepôt désaffecté. Monsieur Dubois avait fait du bon travail, saisissant des moments qui, même sortis de leur contexte, évoquaient immédiatement des activités douteuses. L'avocat examinait maintenant les documents financiers avec l'attention d'un expert. Il prenait des notes, calculait mentalement, comparait les dates. Son expression était de plus en plus grave à mesure qu'il réalisait l'ampleur des dissimulations de Philippe. « Monsieur Moreau, » dit-il finalement en s'adressant à mon mari, « j'ai bien peur que ces éléments changent considérablement la donne. Les sommes en question sont importantes, et leur dissimulation constitue une faute grave dans le cadre de votre mariage. Sans compter les implications fiscales. » « Quelles implications fiscales ?» demanda Vanessa, qui continuait d'examiner les photos sur mon téléphone. « Les revenus non déclarés, » expliqua l'avocat, « peuvent constituer une fraude fiscale. » Et selon leur origine, il jeta un regard significatif vers le téléphone de Philippe, où la vidéo compromettante était toujours accessible. Les conséquences pourraient être très graves. Philippe s'effondra littéralement dans un fauteuil. L'homme qui était entré dans mon bureau 1 heure plus tôt, sûr de sa force et de son bon droit, n'était plus qu'une épave. Il réalisait que son plan soigneusement orchestré se retournait contre lui de la manière la plus spectaculaire qui soit. « Qu'est-ce que tu veux ?» répéta-t-il. Mais cette fois sa voix était celle d'un homme battu. « Ce que je veux ?» Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, contemplant Paris qui s'étendait à mes pieds.
Je veux la vérité, Philippe. Toute la vérité. Sur tes activités, sur tes revenus réels, sur ces hommes que tu rencontres en secret. Je veux une nouvelle répartition des biens, basée sur la réalité de notre patrimoine, et non sur tes petits arrangements. Je me retournai vers lui, croisant son regard fuyant. Et surtout, je veux la garantie que tu ne tenteras jamais de me nuire, ni à moi, ni à nos enfants. Parce que cette vidéo, Philippe, elle ne disparaîtra pas. Elle restera bien au chaud dans mes tiroirs, prête à ressurgir au moindre faux pas de ta part. Vanessa avait fini d'examiner les photos. Elle regardait Philippe avec un mélange de dégoût et d'inquiétude. « Philippe, dit-elle lentement, je crois qu'on doit parler, mais pas ici. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna vers moi. « Madame, je vous présente mes excuses. Si j'avais su, je ne serais jamais venue ici. »« Vanessa, attends !» cria Philippe en se levant précipitamment. Mais elle était déjà sortie, claquant la porte derrière elle. On entendit le bruit de ses talons qui s'éloignaient rapidement dans le couloir. L'avocat referma sa mallette avec un soupir. « Monsieur Moreau, dit-il, je pense qu'il nous faut reprendre cette affaire depuis le début. Et je vous conseille fortement de tout me dire cette fois. Tout. » Philippe me lança un regard où se mêlèrent la haine et la résignation. Il savait qu'il avait perdu, mais il ne savait pas encore à quel point. Car moi, je n'avais pas encore abattu toutes mes cartes. La vidéo et les preuves financières n'étaient que le début. J'avais d'autres révélations en réserve, d'autres secrets de Philippe qui allaient le surprendre. Et contrairement à lui, j'avais appris à jouer ce jeu avec patience et méthode. Le divorce qu'il était venu m'imposer allait effectivement avoir lieu, mais selon mes conditions à moi. Et les conséquences de ces petits arrangements secrets allaient le poursuivre bien au-delà de notre séparation. Dans le silence qui s'était installé dans mon bureau, je souris intérieurement. La partie ne faisait que commencer, et j'avais l'intention de la gagner. Partie 4. Les jours qui suivirent cette confrontation dans mon bureau furent d'une intensité extraordinaire. Philippe avait disparu de la circulation pendant 48 heures, ne répondant ni à ses téléphones professionnels ni à son portable personnel. Ses associés de l'agence immobilière avaient commencé à s'inquiéter, me contactant même pour savoir si je savais où il se trouvait. J'avais répondu avec une sincérité parfaite que je n'en avais aucune idée, ce qui était rigoureusement exact. Maître Dumont, son avocat, m'avait appelé le surlendemain pour me demander un rendez-vous. Sa voix au téléphone trahissait une nervosité que je ne lui avais pas connue lors de notre première rencontre. L'homme sûr de lui qui était venu dans mon bureau pour une formalité de divorce se trouvait maintenant confronté à un dossier qui dépassait largement ses compétences habituelles en droit matrimonial. « Madame Moreau, m'avait-il dit, j'hériterais que nous puissions nous rencontrer dans un cadre plus neutre. Mon cabinet vous conviendrait-il » J'avais accepté, mais en posant mes conditions, la présence de ma propre avocate, maître Delacroix, et l'engagement qu'aucun enregistrement ne soit effectué sans l'accord de toutes les parties. Des précautions qui avaient visiblement surpris Maître Dumont, habitué sans doute à des épouses plus dociles et moins préparées. Le cabinet de Maître Dumont se situait dans le 8e arrondissement, dans un de ces immeubles haussmanniens qui abritent les professions libérales les plus respectables de Paris. Sa salle de réunion, lambrisée de chênes et ornée de diplômes et de photos avec diverses personnalités, était conçue pour impressionner les clients et les adversaires. Mais ce jour-là, l'atmosphère était loin d'être à l'intimidation. Philippe était là, arrivé visiblement avant moi. Il avait perdu plusieurs kilos en quelques jours. Ses traits étaient tirés, ses vêtements froissés. L'homme impeccable que je connaissais avait fait place à quelqu'un qui semblait avoir passé ses nuits à tourner en rond dans son appartement, cherchant désespérément une issue à la situation dans laquelle il s'était fourré. Maître Delacroix m'accompagnait, portant sa mallette avec cette assurance tranquille que donnent 30 ans d'expérience dans les divorces conflictuels. Elle avait étudié minutieusement tous les documents que je lui avais transmis et m'avait assuré que notre position était particulièrement solide, pour ne pas dire inattaquable. « Madame Moreau, » commença Maître Dumont, après les salutations d'usage. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour tenter de trouver un terrain d'entente qui puisse convenir à toutes les parties. Mon client souhaite présenter ses excuses pour la forme. Regrettable caprice votre dernière rencontre. » Philippe me regardait fixement, et je pouvais lire dans ses yeux un mélange de colère rentrée et de peur panique. Il avait dû passer ces derniers jours à mesurer l'ampleur des conséquences possibles de mes révélations. Non seulement sa carrière était menacée, mais sa liberté elle-même pourrait être en jeu si les autorités s'intéressaient de trop près à ses nouvelles activités. « Des excuses ?» répondis-je calmement. « Pour être venu dans mon bureau avec une de ses maîtresses dans le but de m'humilier publiquement ? Pour avoir tenté de me faire signer un divorce qu'il arrangeait en dissimulant une partie importante de notre patrimoine ? C'est un bon début,
Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Maître Delacroix prit alors la parole, sortant de sa mallette un épais dossier qu'elle ouvrit méthodiquement sur la table. « Mes confrères, dit-elle en s'adressant à Maître Dumont, ma cliente m'a transmis des éléments qui changent radicalement la nature de cette affaire. Nous ne sommes plus dans le cadre d'un divorce classique, même conflictuel. Nous sommes en présence de dissimulation de patrimoine, de revenus non déclarés et potentiellement d'activités criminelles. » Elle étala sous nos yeux une série de documents. Les relevés bancaires des comptes secrets de Philippe, une estimation révisée de notre patrimoine commun, une analyse détaillée des mouvements financiers suspects et surtout une série de photos extraites de la fameuse vidéo. Philippe sursauta en voyant ces images. Il réalisa que je ne lui avais montré qu'un échantillon de ce que je possédais. La vidéo était non seulement compromettante par son contenu, mais elle était également d'une qualité suffisante pour permettre d'identifier clairement tous les protagonistes et même de lire certains documents échangés. Comme vous pouvez le constater, continua Maître Delacroix, nous avons des preuves formelles que M. Moreau a dissimulé à son épouse l'existence de plusieurs comptes bancaires totalisant plus de 300 000 €. Ces sommes n'apparaissent dans aucune déclaration officielle, ni matrimoniale, ni fiscale. Maître Dumont examinait les documents avec une attention croissante. Son visage s'assombrissait à mesure qu'il prenait conscience de la gravité de la situation. Il se tourna vers Philippe avec un regard qui en disait long sur ce qu'il pensait de son client à cet instant. « Monsieur Moreau, dit-il sèchement, ces éléments ne figuraient pas dans le dossier que vous m'avez transmis. Puis-je savoir pourquoi ?» Philippe ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots. Finalement, il murmura « Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Ces comptes concernent mes activités professionnelles personnelles. »« Personnelles ?» s'exclama Maître Delacroix. « Monsieur Moreau, vous êtes marié sous le régime de la communauté réduite aux acquets. Tous les revenus générés pendant votre mariage font partie du patrimoine commun, sauf exception très précise prévue par la loi. Or, ces comptes contiennent manifestement des revenus professionnels acquis pendant votre mariage. » Elle se tourna vers moi avec un sourire complice. De plus, l'origine de ces revenus pose question. Les sommes versées sur ces comptes ne correspondent pas aux commissions habituelles d'une agence immobilière. Elles sont trop importantes, trop irrégulières. Et surtout, elles proviennent de sources que M. Moreau semble peu disposé à révéler. C'est à ce moment que je décidai de porter le coup de grâce. Sortant mon téléphone, je lançai la vidéo et la posai sur la table, de manière à ce que tout le monde puisse la voir. Cette vidéo, dis-je calmement, a été tournée dans le bureau de Philippe il y a 3 semaines. Elle montre une réunion entre mon mari et 2 hommes qui lui proposent d'utiliser son agence immobilière pour blanchir de l'argent. On y voit Philippe accepter cette proposition et recevoir une première somme en espèces. Le silence qui suivit était assourdissant. Maître Dumont regardait la vidéo avec une fascination horrifiée, réalisant que son client venait de passer du statut de mari infidèle à celui de criminel potentiel. Philippe, lui, avait enfoui son visage dans ses mains, comme s'il pouvait ainsi faire disparaître la réalité. Cette vidéo, continua Maître Delacroix, constitue une preuve accablante d'activité de blanchiment d'argent. Elle explique l'origine des sommes importantes versées sur les comptes secrets de M. Moreau. Elle démontre également sa parfaite connaissance du caractère illégal de ses activités. Maître Dumont arrêta la lecture et se tourna vers Philippe. « Monsieur Moreau, dit-il d'une voix glaciale, je dois vous informer que je ne peux plus vous représenter dans cette affaire. Les éléments qui viennent d'être révélés dépassent largement le cadre d'un divorce et relèvent du droit pénal. Je vous conseille vivement de consulter un avocat spécialisé en droit criminel. » Philippe releva la tête, le visage défait. « Vous ne pouvez pas me lâcher maintenant, » supplia-t-il. « Cette femme va me détruire. Elle va envoyer cette vidéo à la police, au fisc, à mes clients. Cette femme, intervins-je fermement, c'est ton épouse. Et elle n'a jamais menacé d'envoyer quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle souhaite simplement un divorce équitable, basé sur la réalité de notre patrimoine. » Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, contemplant la rue animée en contrebas. « Vois-tu, Philippe, pendant des mois, tu as mené ta petite vie en pensant que j'étais trop naïve ou trop occupée pour m'apercevoir de tes manigances. Tu as organisé ton départ en préparant soigneusement ton avenir financier, sans te soucier une seconde de ce que moi, je deviendrais. Je me retournai vers lui. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. C'est moi qui ai toutes les cartes en main. Cette vidéo, ces preuves financières, elles peuvent effectivement détruire ta carrière et ta liberté. Mais contrairement à toi, je ne souhaite pas ta destruction. Je veux simplement la justice. » Maître Delacroix ouvrit un nouveau dossier. « Voici nos propositions, » dit-elle en distribuant des copies à tout le monde. « Une nouvelle répartition du patrimoine.
tenant compte des revenus réellement perçus par M. Moreau, une pension alimentaire révisée, et surtout, l'engagement écrit que M. Moreau ne tentera jamais de nuire à Mme Moreau ou à leurs enfants. Philippe parcourut le document, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il découvrait les chiffres. « C'est de l'extorsion !» s'exclama-t-il. « Non !» répondit calmement Maître Delacroix. « C'est de la justice. Vous avez dissimulé un patrimoine considérable à votre épouse. Cette nouvelle répartition ne fait que rétablir l'équité que vous aviez rompue. Et si je refuse ?» Cette fois, ce fut moi qui répondis, d'une voix parfaitement calme et déterminée. « Si tu refuses, Philippe, cette vidéo sera transmise demain matin au procureur de la République, à l'administration fiscale et au Conseil de l'ordre des agents immobiliers. Tes nouveaux associés découvriront également que leurs arrangements secrets ont été filmés. Je pense qu'ils apprécieront modérément. » Philippe me regarda avec une expression où se mêlèrent la haine et l'admiration involontaire. « Tu as tout planifié, » murmura-t-il. « J'ai simplement tiré les conséquences de tes actes, » répondis-je. « Tu as choisi de jouer avec moi, Philippe. Tu découvres simplement que je joue mieux que toi. » Partie 5. Les semaines qui suivirent cette réunion décisive furent marquées par une série d'événements qui dépassèrent même mes espérances les plus optimistes. Philippe avait fini par signer l'accord révisé, mais non sans avoir tenté plusieurs manœuvres désespérées pour échapper à ses obligations. Ces tentatives ne firent que confirmer mon impression qu'il était devenu un homme que je ne reconnaissais plus, capable de bassesses que je n'aurais jamais imaginées de sa part. La première surprise vint de Vanessa, sa maîtresse qui s'était enfuie de mon bureau ce fameux jour. 3 jours après notre confrontation chez Maître Dumont, elle se présenta à mon domicile, un appartement de fonction que l'entreprise mettait à ma disposition et où j'avais emménagé provisoirement en attendant le règlement définitif du divorce. Je la trouvai sur le palier un soir en rentrant du travail, assise sur les marches comme une gamine punie. Elle avait troqué sa robe rouge provocante contre un jean et un pull sage, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et son maquillage, beaucoup plus discret, révélait un visage plus jeune et plus vulnérable que celui que j'avais découvert dans mon bureau. « Madame Moreau » me dit-elle en se levant précipitamment, « je sais que vous n'avez aucune raison de m'écouter, mais j'aimerais vous parler, s'il vous plaît. » Sa voix tremblait légèrement, et je pouvais voir qu'elle avait pleuré récemment. Malgré tout ce qu'elle représentait dans la destruction de mon mariage, je ressentis une forme de compassion pour cette jeune femme, qui semblait avoir découvert brutalement la complexité du monde des adultes. « Entrez », lui dis-je simplement. Mon appartement de fonction était spartiate mais confortable. Un 2 pièces lumineux avec vue sur les jardins du Luxembourg. Vanessa examina les lieux avec cette curiosité que j'avais déjà remarquée, mais cette fois, son regard trahissait plus d'admiration que d'envie. « Vous vivez seule ?» me demanda-t-elle en s'asseyant sur le canapé que je lui désignais. « Provisoirement. Mes enfants sont étudiants. Ils ont leur propre vie. Et vous, où habitez-vous depuis que vous avez quitté Philippe ?» Car il était évident qu'elle l'avait quitté. Tout dans son attitude, ses vêtements, son expression trahissait une femme qui avait rompu avec un mode de vie et cherchait maintenant à reconstruire quelque chose de plus solide. « Chez une amie », répondit-elle. J'ai rendu les clés de l'appartement que Philippe me payait. Et la voiture aussi. Et les bijoux. Elle eut un sourire amer. Finalement, il ne me reste pas grand-chose de cette histoire. Que voulez-vous me dire, Vanessa ? Elle prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à plonger dans une eau froide. Philippe m'a menti. Surtout, sur vous, sur votre mariage, sur ses revenus, sur ses projets d'avenir, mais surtout, il m'a menti sur le genre d'homme qu'il était. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins qui s'étendaient en contrebas. Quand je l'ai rencontré, il m'a raconté que vous étiez séparés depuis des mois, que vous viviez comme des étrangers, que le divorce était une simple formalité administrative. Il m'a fait croire qu'il était malheureux dans son mariage, qu'il cherchait l'amour véritable. Elle se retourna vers moi, les yeux brillants de larmes contenues. Je ne suis pas une briseuse de ménage, Madame Moreau. Je ne sors pas avec des hommes mariés par principe, mais Philippe était convaincant, charmant, généreux. Il me faisait sentir spécial, unique. Et maintenant ? Maintenant, je réalise que j'étais juste une distraction parmi d'autres. Cette vidéo que vous lui avez montrée, j'ai fini par comprendre ce qu'elle contenait. Philippe ne m'a pas tout dit, mais j'ai mes propres contacts, mes propres sources d'informations. Elle revint s'asseoir, croisant les mains sur ses genoux. Les hommes qu'on voit sur ces images, je les connais. Pas personnellement, mais de réputation. Ce sont des gens dangereux, Madame Moreau. Des gens qui ne plaisantent pas avec les affaires. Et Philippe s'est mis dans une situation compliquée. Cette révélation me surprit.
Je n'avais pas imaginé que Vanessa puisse avoir des informations complémentaires sur les activités de Philippe. Que savez-vous exactement? Philippe ne vous l'a peut-être pas dit, mais il a des dettes. Beaucoup de dettes. Pas seulement les crédits de son agence ou de votre maison, des dettes de jeu. Elle me regarda avec une expression grave. Philippe joue, Madame Moreau. Pas aux courses ou au casino comme un petit bourgeois du dimanche. Il joue gros dans des cercles privés avec des gens qui n'acceptent pas qu'on ne les rembourse pas. Ces derniers mois, il a perdu énormément d'argent, plus qu'il ne pouvait en gagner avec son agence. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Cette information donnait un éclairage nouveau à tous les événements récents. Si Philippe était endetté auprès de criminels, sa participation à des opérations de blanchiment n'était peut-être pas seulement motivée par la cupidité, mais par la nécessité de survivre. Comment savez-vous tout cela? Parce qu'il a commencé à me demander de l'argent, répondit-elle simplement. Au début, c'était de petites sommes, pour dépanner, disait-il. Puis les montants ont augmenté. Il m'a même suggéré d'emprunter sur mon nom, en garantissant qu'il rembourserait rapidement. Elle secoua la tête avec amertume. Heureusement, je ne suis pas aussi naïve qu'il le pensait. J'ai refusé. C'est là qu'il a commencé à devenir désagréable, moins charmant, plus pressant, comme si je lui devais quelque chose. Et vous pensez que ces dettes expliquant son association avec les hommes de la vidéo? J'en suis sûre. Philippe leur doit de l'argent, beaucoup d'argent. En échange de l'effacement de sa dette, il accepte de blanchir leurs fonds à travers son agence. C'est un arrangement classique dans ce milieu. Vanessa se leva et fouilla dans son sac, en sortant une enveloppe qu'elle me tendit. Voilà pourquoi je suis venue vous voir. Philippe ne sait pas que j'ai ça. L'enveloppe contenait des documents que Philippe avait visiblement oubliés chez elle. Des reconnaissances de dettes, des contrats de prêts usuriers, des menaces à peine voilées déguisées en rappels aimables. Les sommes en jeu étaient considérables, plus de 500 000 € au total. Mon Dieu, murmurai-je en parcourant les papiers. Philippe s'est mis dans un pétrin incroyable. Pire que ça, répondit Vanessa. Ces gens-là ne pardonnent pas. S'ils apprennent que Philippe risque d'être arrêté, qu'il ne pourra plus honorer ses engagements, ils risquent de prendre des mesures radicales. Vous voulez dire qu'il est en danger? Lui, et potentiellement toutes les personnes qui lui sont proches, y compris vous et vos enfants. Cette révélation me glaça le sang. Dans mon désir de justice, dans ma satisfaction de avoir retourné la situation à mon avantage, je n'avais pas mesuré les implications criminelles réelles de la situation. Philippe n'était plus seulement un mari infidèle et malhonnête, il était devenu un homme dangereux, capable d'attirer le malheur sur sa famille. Que me conseillez-vous? Demandai-je. Soyez très prudente. Cette vidéo que vous possédez, c'est une arme à double tranchant. Elle peut détruire Philippe, mais elle peut aussi vous détruire si les mauvaises personnes apprennent son existence. Vanessa se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Madame Moreau, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit après ce qui s'est passé, mais Philippe, malgré tout ce qu'il vous a fait, reste le père de vos enfants. Et ces gens, ils ne font pas de différence entre les coupables et les innocents. Après son départ, je restai longtemps assise dans mon salon, réfléchissant aux implications de ces révélations. La partie d'échecs que je croyais gagner se révélait plus complexe que prévu. J'avais certes mis Philippe échec et mat sur le plan matrimonial et financier, mais j'avais peut-être ouvert une boîte de Pandore dont les conséquences dépassaient largement le cadre de notre divorce. Le lendemain matin, je contactai Monsieur Dubois, le détective privé. Il fallait que j'en sache plus sur l'étendue des problèmes de Philippe et sur les risques réels que nous courions, mes enfants et moi. Madame Moreau, me dit-il quand je lui eus exposé les nouvelles informations, cette jeune femme a raison de s'inquiéter. Les gens que votre mari fréquente maintenant ne sont pas des enfants de cœur. Si votre vidéo compromet leurs opérations, ils ne se contenteront pas de porter plainte. Que me conseillez-vous? 2 options. Soit vous transmettez immédiatement tous vos éléments à la police en demandant une protection, soit vous trouvez un moyen de vous débarrasser de cette situation sans éclat. Mais dans les 2 cas, il faut agir vite. C'est à ce moment que je pris une décision qui allait changer le cours de toute cette histoire. Au lieu de chercher à détruire Philippe, j'allais lui proposer une alliance. Non pas par compassion ou par nostalgie de notre ancienne complicité, mais par calcul froid et logique. Car j'avais réalisé une chose importante. Philippe et moi avions maintenant un ennemi commun. Et face à cet ennemi, nos querelles de divorce passaient au second plan. Il était temps de reprendre contact avec mon ex-mari. Mais cette fois, pour lui proposer un marché qu'il ne pourrait pas refuser. Partie 6.
Le rendez-vous avec Philippe eut lieu dans un endroit neutre et public, le Café de Flore, à Saint-Germain-des-Prés. J'avais choisi ce lieu pour sa fréquentation bourgeoise et intellectuelle, un environnement où les règlements de compte violents étaient peu probables. Philippe était arrivé avant moi, installé à une table du fond, le visage creusé par l'inquiétude et le manque de sommeil. Quand il me vit approcher, son expression mélangea surprise et méfiance. Il s'attendait visiblement à tout sauf à ce que je lui propose de le rencontrer après les révélations de Vanessa. « Tu as parlé à Vanessa », dit-il sans préambule quand je m'assis face à lui. « Elle est venue me voir. Une jeune femme intelligente, finalement. Plus que tu ne le pensais. » Philippe eut un sourire amer. « Tout le monde est plus intelligent que je ne le pensais, apparemment. Toi, la première. » Nous restâmes silencieux un moment, chacun jaugeant l'autre. L'homme que j'avais en face de moi n'était plus le Philippe arrogant et sûr de lui, qui était entré dans mon bureau quelques semaines plus tôt. C'était un homme traqué, conscient d'avoir perdu le contrôle de sa vie et de ses choix. « Philippe, commençai-je, nous avons un problème qui dépasse largement nos querelles de divorce. Si tu fais allusion à mes associations récentes, je peux te garantir que tu ne peux rien me garantir du tout, l'interrompis-je fermement. Tu t'es mis dans une situation où tu ne contrôles plus rien, et par ricochet, tu as mis nos enfants et moi en danger. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Je sais, » murmura-t-il. « Je n'avais pas prévu que les choses iraient ainsi loin. Les choses ne vont jamais où on les prévoit quand on commence à tricher, Philippe. Tu as triché avec moi, tu as triché avec le fisc. Et maintenant tu triches avec des criminels. À chaque fois, tu as cru pouvoir maîtriser la situation. » Je sortis de mon sac une chemise que j'ouvris devant lui. « Voici ce que je te propose. Un marché qui peut nous sauver tous les deux. » Philippe examina les documents que j'étalais sur la table. C'était un plan minutieusement élaboré avec l'aide de Monsieur Dubois et de Maître Delacroix. Un plan qui nécessitait la coopération de Philippe, mais qui lui offrait une porte de sortie honorable. « Tu vas collaborer avec la police ?» annonçai-je sans détour. « Quoi ?» Philippe releva brusquement la tête. « Tu es folle ? Si ces gens apprennent que... » Laisse-moi finir. Tu vas collaborer avec la police, mais pas comme tu le penses. Tu vas devenir un informateur officiel dans le cadre d'une enquête sur les réseaux de blanchiment d'argent. Je pointai du doigt un paragraphe du document. En échange de ta coopération, tu bénéficieras d'une immunité partielle et d'une protection policière. Tes dettes de jeu seront effacées par un arrangement avec tes créanciers dans le cadre de l'enquête. Et surtout, ta famille sera protégée. Philippe parcourait le document avec une incrédulité croissante. Comment as-tu organisé tout ça? J'ai des relations que tu ne soupçonnes pas. Mon travail m'a mise en contact avec des gens influents, y compris dans les milieux judiciaires et policiers. Quand j'ai expliqué la situation, en montrant les preuves que je possédais, certaines portes se sont ouvertes. C'était vrai. Ma position de directrice marketing dans une grande entreprise m'avait effectivement permis de nouer des contacts utiles. Mais surtout, la qualité des preuves que je possédais et la gravité des activités révélées avaient convaincu les autorités de l'intérêt de ma proposition. « Et toi ?» demanda Philippe. « Qu'est-ce que tu y gagnes ? » « La sécurité de mes enfants et la certitude que tu ne pourras plus jamais me nuire, parce que tu seras sous surveillance constante des autorités. » Je refermai la chemise et la glissai vers lui. « Philippe, c'est ta seule chance de t'en sortir vivant et libre. Ces gens avec qui tu t'es associé ne te laisseront pas partir facilement. Soit tu disparais avec leur argent et ils te retrouveront tôt ou tard, soit tu continues à travailler pour eux et tu finis en prison quand l'enquête aboutira. Dans les deux cas, tu es mort socialement et peut-être physiquement. Et avec ton plan, avec mon plan, tu redeviens Philippe Moreau, agent immobilier respecté, qui a eu la malchance de tomber dans un piège tendu par des criminels, mais qui a eu le courage de les dénoncer. Tu perds ton agence actuelle, mais tu peux en recréer une ailleurs, sous surveillance mais en liberté. » Philippe resta silencieux un long moment, pesant les implications de ma proposition. Je pouvais voir qu'il calculait ses chances, évaluait les risques, cherchait les failles dans mon plan. « Nos enfants, » dit-il finalement, « ils vont apprendre tout ça ? Ils apprendront que leur père a commis des erreurs, mais qu'il a eu le courage de les réparer. C'est mieux que d'apprendre qu'il a été retrouvé mort dans la Seine ou qu'il purge une peine de prison ferme. » Cette perspective sembla le décider. Il prit le document et le parcourut plus attentivement. « Il y a une condition que je n'accepterai pas, » dit-il en pointant une clause. « Cette histoire de surveillance permanente. Je ne veux pas vivre comme un criminel en liberté surveillée. Cette surveillance n'est que temporaire, le temps que l'enquête aboutisse et que tes anciens associés soient mis hors d'état de nuire. Après, tu seras libre. Et entre nous, notre divorce suit son cours normal.
avec les nouveaux termes que nous avons négociés. Tu as accepté un partage équitable des biens. Je n'ai aucune raison de revenir là-dessus. Je me levai, laissant les documents sur la table. Tu as 48 heures pour te décider, Philippe. Après ce délai, je transmets tout ce que je sais aux autorités, avec ou sans ta coopération. Mais crois-moi, il vaut mieux que ce soit avec. 2 jours plus tard, Philippe contactait le commissaire Marchand, l'officier de police judiciaire que j'avais rencontré grâce à mes relations professionnelles. L'enquête qui s'ensuivit dura 6 mois et permit de démanteler un réseau de blanchiment d'argent qui opérait à travers plusieurs agences immobilières parisiennes. Philippe tint parole. Il collabora pleinement avec les enquêteurs, fournissant toutes les informations nécessaires pour identifier et arrêter ses anciens associés. En échange, il bénéficia effectivement de l'immunité partielle qui lui avait été promise et d'une protection policière discrète mais efficace. Le réseau fut démantelé sans effusion de sang, ses principaux membres arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Philippe, lui, fut condamné à une peine avec sursis et à l'interdiction d'exercer dans l'immobilier pendant 2 ans. Mais il était libre, vivant. Et surtout, il avait retrouvé une forme de respect de ses enfants qui avaient fini par comprendre que leur père avait eu le courage de réparer ses erreurs. Quant à moi, notre divorce fut prononcé dans les termes que j'avais imposés. Je récupérai ma part légitime du patrimoine, augmenté des sommes que Philippe avait tenté de dissimuler. Plus important encore, je retrouvai ma liberté et ma tranquillité d'esprit. 6 mois après la fin de l'enquête, je reçus une lettre de Philippe. Il s'était installé dans le sud de la France, où il avait monté une petite agence immobilière spécialisée dans les résidences secondaires. Sa lettre était simple et directe. Des excuses sincères pour tout le mal qu'il m'avait fait, des remerciements pour lui avoir offert une porte de sortie honorable, et l'assurance qu'il ne tenterait plus jamais de me nuire. « Tu m'as sauvé la vie », écrivait-il en conclusion. « Pas seulement physiquement mais moralement. Tu m'as donné une seconde chance que je ne méritais pas. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. » Je ne lui répondis pas. Nos chemins s'étaient définitivement séparés, et c'était mieux ainsi. Quelques semaines plus tard, je croisai Vanessa dans une librairie du quartier latin. Elle avait repris ses études, préparant un master en gestion d'entreprise. Nous échangeâmes quelques mots polis, et elle me remercia encore pour avoir évité à Philippe un sort que nous préférions toutes les deux ne pas imaginer. « Vous savez, » me dit-elle avant de partir, « ce jour-là, dans votre bureau, quand j'ai vu votre réaction à l'humiliation que Philippe tentait de vous faire subir, j'ai compris quelque chose d'important. Quoi donc ? Que l'intelligence et la détermination valaient mieux que la jeunesse et la beauté. Philippe n'avait aucune chance contre vous. Aucune. Elle avait raison. Dans cette partie d'échecs complexe, j'avais non seulement gagné, mais j'avais transformé une défaite apparente en victoire complète. J'avais récupéré ma liberté, ma dignité, et même une forme de respect de la part de celui qui avait tenté de me détruire. Car au final, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Non pas d'une simple vengeance, mais de la reconquête de ma propre valeur. Philippe avait cru pouvoir me traiter comme une quantité négligeable, une épouse docile qui accepterait ses caprices et ses trahisons. Il avait découvert qu'il s'était trompé sur toute la ligne. L'histoire se terminait donc bien mieux que je ne l'avais espéré ce fameux matin où Philippe était entré dans mon bureau, accompagné de son avocat et de sa maîtresse. Ce qui devait être mon humiliation était devenu sa déroute. Ce qui devait être sa victoire était devenu ma libération. Et la vidéo ? Elle dormait maintenant dans un coffre-fort à la banque, inutile mais préservé, au cas où. Car comme le dit si bien le proverbe, méfiance est mère de sûreté. Et dans ce domaine, j'avais appris à être une excellente élève,